Elle est belle cette nature, hein. Cette rivière, ces petites feuilles, ces arbres, cette forêt, ces écureuils. On a envie de la protéger, la planète. Je m'appelle Noé, j'ai 23 ans et depuis que je suis tout petit, comme beaucoup, j'entends qu'il faut protéger la nature. Et j'ai vu des reportages avec des vieux barbus qui se disent « Oh, mais quelle planète allons-nous léguer à nos enfants ?» Mais si aujourd'hui on doit être écolo, c'est plus seulement pour protéger la planète, c'est pour protéger l'humanité. À force que les scientifiques nous le répètent, on commence à se rendre compte que si hier les ours polaires commençaient à disparaître, aujourd'hui en Europe, même les oiseaux et les insectes sont menacés, demain c'est l'homme qui finira par être le prochain sur la liste. Et c'est plus de nos enfants qu'on parle en fait. Le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité vont avoir des conséquences sur notre génération parce qu'ils ont déjà commencé. Avant de vous parler de la suite, petit point d'actu. Le GIEC, Groupe international des experts sur le climat, nous prouve que malgré l'accord de Paris, les actions prévues par les États nous emmènent à une augmentation moyenne de la température de plus 3 degrés. À plus 3 degrés, c'est des centaines de millions de gens qui pourront plus continuer de vivre à l'endroit où ils sont nés, à cause de problèmes de dérèglement de l'agriculture, notamment dus à la sécheresse. Et l'ONU estime que déjà en 2050, il y aurait 250 millions de gens concernés. Et vu les débats que crée chaque bateau de réfugiés en Méditerranée, ça va pas se passer en douceur. Mais ce que nous dit surtout le GIEC, c'est qu'il est encore temps d'agir. Il est toujours possible de maintenir en dessous de 1,5 degré le réchauffement planétaire. Par contre, le CO2 agit dans l'atmosphère pendant des milliers d'années. Autrement dit, ce qui va se passer dans les 10 prochaines années va écrire l'histoire des centaines d'années à venir. Et si la situation paraît catastrophique, il est encore temps d'agir pour éviter qu'elle soit encore pire. Et ça fout la pêche. La vidéo que tu es en train de regarder a été faite par un groupe de potes en école d'ingénieur. Et on a envie de s'engager pour l'environnement, mais on se demande comment. Et en école d'ingénieur, on commence à peine à parler d'environnement, et on parle surtout de développement durable. Le développement durable, c'est un concept qui a été fait pour concilier l'environnement et l'économie. Notre économie aujourd'hui, elle est basée sur un système économique capitaliste qui recherche la croissance du PIB. La croissance du PIB, c'est que cette année, on va produire plus que ce qu'on a produit l'année précédente. En fait, dans notre fonctionnement actuel, on a transformé la recherche du développement durable en une recherche de la croissance verte. Et est-ce que cette logique-là, elle est compatible avec le fait de faire de l'écologie ? Et s'il y a des raisons pour qu'elle ne le soit pas, pourquoi on continue de faire ça ? En fait, on s'est vite rendu compte que pour répondre à comment on règle ces problèmes environnementaux, il fallait aussi comprendre comment fonctionne l'économie. Donc, on est parti faire des interviews d'ingénieurs, d'économistes et de bricoleurs engagés. Bon, il n'y a que des hommes à l'écran, encore une fois. On est vraiment désolé de ne pas avoir donné la parole à des femmes dans le docu. Et la première chose qu'on veut vous présenter, c'est l'obsolescence qui pour nous est révélatrice des logiques du capitalisme. États-Unis, les années 20. Le gouvernement américain décide de stimuler la consommation en encourageant la dépense des ménages. Ce sont les prémices de ce qu'on appellera plus tard la société de consommation. Consommer, c'est faire tourner les usines. Cela favorise la production, cela crée des emplois. Par conséquent, ça augmente le pouvoir d'achat. Donc la consommation qui fait tourner les usines et c'est reparti pour un tour. Cependant, il y a un problème en ce qui concerne les produits non alimentaires. Les ingénieurs construisent des produits de plus en plus fiables grâce au progrès technique. Dès lors, comment faire consommer davantage de produits si les produits ont de moins en moins besoin d'être remplacés ? En prenant conscience que ce modèle consumériste n'est pas tenable. En créant des produits d'encore plus haute qualité pour satisfaire les clients. En réduisant volontairement la durée de vie des appareils pour que le client achète plus rapidement un produit neuf. Depuis les années 20, notre économie a besoin qu'on consomme beaucoup à cause de la production de masse. On a donc fabriqué des objets de mauvaise qualité avec une faible durée de vie pour qu'on rachète régulièrement. Mais les années 20, c'était il y a longtemps, vous me direz. Ouais, mais il semblerait qu'on ait plutôt accéléré le processus et qu'on ait fait de pire en pire. Et pour mieux comprendre ce problème de l'obsolescence programmée, on est allé demander à Monsieur Bidouille ce qu'il en pensait.
la question de l'obsolescence, ouais, elle est très intéressante. Moi, je vois ça comme une sorte de phénomène qui est vraiment à la croisée de beaucoup de chemins, de beaucoup de choses. On a l'obsolescence programmée vraiment obvious, quoi. C'est-à-dire, typiquement, on connaît tous les exemples, les ampoules qui pètent au bout de 1000 heures, la puce dans l'imprimante jet d'encre qui, au bout de 10 000 pages imprimées, l'imprimante tombe en panne, etc. Bon, déjà, honnêtement, moi je me dis, mais quelle est la tanche qui a mis ça dans une imprimante, quoi. Forcément qu'il y a un gars qui va démonter l'imprimante et qui va trouver le problème. Il y a une puce exprès, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Mais en fait, on a assez peu de cas où l'obsolescence, comme ça, est vraiment... On a une preuve tangible que l'industriel ou le concepteur, il a vraiment mis une faiblesse à cet endroit-là pour que ça pète au bout d'un certain temps. Alors, la puce, c'est vraiment l'exemple ultime, quoi. Mais après... l'obsolescence programmée, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Déjà, il y a un des facteurs qui est le facteur principal, à mon avis, c'est la mode. C'est-à-dire que, on jette des fringues qu'on ne sert plus parce que c'est plus cool, on ne veut plus les porter. Le mixeur qui marche très bien, on va le jeter pour avoir un truc un peu plus design, etc. Etc. quoi. Enfin, les voitures, c'est pareil. Bref, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais il y a aussi l'obsolescence aussi, ça émane aussi. Il y a un truc assez intéressant, c'est quand tu démontes un objet. J'aime bien démonter les trucs pour voir comment ça marche. Et par exemple, quand vous démontez un ordinateur, on voit en fait, on arrive à retrouver des traces de où ça a été fabriqué, qui c'est qui l'a fabriqué, etc. Et en fait, on se rend compte qu'un ordinateur, c'est un truc, ça a fait 4 fois le tour du monde, quoi. Enfin, il y a des composants qui viennent de je sais pas combien de pays, bon, principalement la Chine, mais il y a la conception qui a été faite à tel endroit, machin, t'as je sais pas combien d'entreprises intermédiaires qui sont intervenues pour fabriquer l'objet, etc. Et donc, l'obsolescence aussi, c'est un reflet, c'est le résultat, quelque part, de la mondialisation, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que on a, je sais pas moi, Moulinex ou je sais pas qui, ou Seb ou AEG ou je sais pas quoi, qui va lancer un appel d'offres en disant, un appel d'offres, mais je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, ils vont dire on a besoin de 10 000 moteurs de telle taille. Ils vont trouver un fournisseur qui vont leur donner, ils vont avoir plusieurs fournisseurs qui vont répondre. Ils vont prendre le fournisseur qui coûte le moins cher. Pour que le fournisseur il coûte le moins cher, il va faire quoi ? Il va prendre le vernis pour ses enroulements, pour ses moteurs, le moins cher. Donc c'est un vernis de merde parce que le gars qui a fabriqué les vernis, en fait, il a tiré sur les prix pour proposer le vernis le moins cher. Et donc au final, toi, quand tu démarres ton mixeur, au bout de, 10 heures d'utilisation, le vernis se met à chauffer, il fond, ça fait un court-circuit dans les enroulements, le moteur il crame, et puis voilà, ton truc il est foutu. Et voilà, c'est une panne assez courante sur les moteurs d'aspirateurs, de perceuses, des trucs comme ça. Est-ce que c'est de l'obsolescence programmée ? Parce que le mec de chez Moulinex, bon, ils font des contrôles qualité, mais ils sont peut-être pas capables de détecter ce genre de choses. Ils ont peut-être pas fait exprès de mettre un vernis de merde à cet endroit-là. Ça se trouve, le moteur, c'est pas eux qui l'ont fabriqué, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fabriqué. Est-ce que le gars qui l'a fabriqué, il a fait exprès aussi de mettre un vernis de merde ? Peut-être, peut-être pas. Et donc au final, on se retrouve... En fait, nous, en tant que consommateurs, on est en bout de course, quoi. Et en fait, on se prend toutes les merdes accumulées pendant la production. Nous sommes dans une période de croissance forte. Les prévisions de croissance du gouvernement pour 2011, pour cette année, 1,75. Nous allons faire 1,1% de croissance. Mais vous savez, il ne faut pas attendre la croissance comme on attend la mousson. Il faut continuer à travailler. Parce que c'est notre projet! Alors s'il y a un but du coup à l'obsolescence programmée, ça serait pour moi effectivement entretenir tout le système de consommation et tous les acteurs qui sont déjà positionnés dessus, y compris donc des monopoles bien assis qui veulent pas être détrônés. Parce que c'est ça, c'est que si on commence à tirer par un bout, on veut éco-concevoir, on veut réparer, etc., ça fait tomber tout un ensemble de modèles qui sont déjà existants et qui aussi embauchent des gens. Donc en fait ça fait repenser tout le système petit à petit. Donc dans un sens, c'est un gros challenge, mais si on s'en donne pas les moyens, on va avoir un gros mur en face de nous.
En tout cas, on peut reposer la question de savoir si on a vraiment besoin justement de renouveler les parcs d'appareils pour créer de l'emploi, parce que c'est quand même l'argument favori, c'est que ça crée de l'emploi, donc c'est vrai. Sauf que on travaille en fait pourquoi ? C'est-à-dire, on travaille pour racheter en fait les choses qu'on jette, surtout aujourd'hui au prix exorbitant du dernier téléphone portable qui est sorti, qui est à 1200 €, donc c'est quand même un mois de salaire. Je veux dire, personnellement, je préfère travailler un mois de moins tous les ans, quoi, plutôt que de continuer à racheter des trucs qui sont identiques. Forcément, on a besoin de travailler pour gagner de l'argent, et du coup, on a moins de temps, et comme on n'a pas de temps, on va acheter, on va pas réparer, etc. Donc, c'est un peu un cycle à revoir, quoi. À quoi ça sert la croissance ? Vu quoi c'est une des questions que je pose systématiquement en plus à mes étudiants en début de cours sur la critique de la croissance. À quoi ça peut bien nous servir ? Du coup, vu que moi je me pose comme objecteur de croissance et décroissant, donc je pars du principe que la croissance n'a aucune raison d'être un objectif politique dans une société comme la nôtre, aussi riche que la nôtre, et qu'en plus on produit trop, on consomme trop, on travaille trop, etc. Donc pourquoi on est dans cette situation-là ? Parce que les réponses qui sont généralement avancées, il faut augmenter le niveau de vie pour pouvoir réduire les inégalités, pour pouvoir lutter contre la pauvreté, et en dernière instance, pour pouvoir lutter contre le chômage. Donc généralement, c'est ça les principales raisons qui sont avancées pour rechercher la croissance. Il y a également rembourser la dette, souvent c'est un argument avancé, et puis après de plus longues discussions, il y a la question du progrès technique. Ce qui me semble un peu absurde, on aura l'occasion d'y revenir, puisque ça conduit à dire souvent il faut absolument rechercher la croissance pour avoir un progrès technique qui nous permettra de répondre aux problèmes posés par la croissance elle-même. Ce qui est un peu incohérent. Attends, ce qu'il vient de dire là, c'est qu'on compte utiliser la croissance pour continuer notre progrès technologique qui permettra de résoudre les problèmes de la croissance. C'est vraiment ça qu'on a envie de faire ? Dit comme ça paraît absurde, mais en pratique, de manière concrète, on a commencé à développer des choses pour changer le système. On a des idées pour produire l'électricité sans pétrole ni charbon, pour recycler nos matériaux, pour changer nos modes de déplacement avec la voiture électrique. Ça a du sens, ça pourrait marcher, non ? Il y a des pistes qui sont avancées, malgré tout, pour essayer de maintenir une société de croissance, et donc c'est généralement ce qu'on range dans la catégorie croissance verte ou développement durable. Les deux les deux concepts me semblant assez proches, tels qu'ils sont défendus aujourd'hui. Avec comme perspective, alors il y en aurait plusieurs, on a l'écologie industrielle, par exemple, qui va être proposée, on a tout ce qui est dématérialisation de l'économie aussi, donc avec l'économie du numérique, l'économie des services, sachant que ces trois options ne me semblent là aussi pas satisfaisantes. Si on prend l'écologie industrielle, sur le papier c'est génial, donc c'est l'idée que les déchets des uns vont devenir les intrants des autres, et on crée un écosystème industriel avec des entreprises qui se fournissent mutuellement sans jamais générer de déchets et sans jamais prélever de manière supplémentaire dans les ressources naturelles. Donc sur le papier c'est génial, sauf qu'on n'arrive pas à le faire pour le moment, donc ça dépend d'un bond technologique sur lequel il me semble assez hasardeux de parier. C'est quoi ce bond technologique dont il nous parle ? Derrière notre quotidien se cache un besoin toujours plus grand de matières premières non renouvelables, et on utilise de plus en plus de métaux différents. Depuis que je suis né, la consommation de cuivre elle a été multipliée par 2, et d'ici 2050 elle va encore être multipliée par 2. Est-ce qu'on va pas se retrouver à manquer de matériaux indispensables au développement durable ? Le raisonnement pertinent, c'est de se dire est-ce que effectivement je peux me permettre de continuer à extraire des ressources donc non renouvelables, donc une logique de stock, et est-ce que je peux maintenir en fait un extractivisme qui consiste à dire voilà j'extrais de plus en plus de la planète, et est-ce qu'à un moment
je vais effectivement trouver des contraintes. Voilà. Mon analyse, c'est qu'effectivement, on en trouve une qui n'est pas forcément uniquement économique, mais qui est énergétique. C'est-à-dire que je peux toujours descendre plus profondément, je peux toujours attaquer des minerais de moins en moins concentrés. C'est faisable, il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on fait depuis toujours. Simplement, ça va requérir de plus en plus d'énergie. Donc on peut descendre comme ça, pendant un certain temps, sans problème, en qualité de minerai. Mais il faut accepter d'y mettre plus d'énergie, et il faut accepter que la dégradation environnementale soit de plus en plus grande, puisqu'évidemment, je vais remuer de plus en plus de terre, je vais devoir aller chercher à des endroits de plus en plus rocambolesques. Voilà. Et donc on se retrouve dans une espèce de contrainte un peu vicieuse, où on va avoir d'un côté des métaux qui vont nous réclamer de plus en plus d'énergie, et de l'autre côté des contraintes énergétiques et climatiques qui vont nous réclamer de plus en plus de métaux. Voilà. Et donc c'est ça qui risque d'être un peu la contrainte de demain, c'est-à-dire finalement à chaque fois qu'on mise sur une solution technologique, on est rattrapé par la patrouille de l'autre côté par des questions énergétiques ou d'empreinte environnementale. And I say, starting with this anniversary festival, we run the city into the ground. Ok, on sait qu'on extrait trop de métaux et que ça va être difficile de continuer à ce rythme-là. Mais on en utilise déjà beaucoup, et est-ce qu'on pourrait pas travailler à essayer de les recycler plutôt que continuer d'extraire ? Alors, du coup, oui, l'économie circulaire, c'est une solution, puisqu'on pourrait dire finalement cette extraction incroyable, ce phénomène d'accélération incroyable qu'on a eu d'extraction des métaux depuis ces dernières décennies, ça serait une manière finalement d'extraire une certaine quantité pour chaque terrien, on pourrait dire, et puis à partir d'un moment, contrairement au pétrole et au gaz qu'on brûle, et qui disparaît pour toujours, les métaux qu'on a extraits, ils n'ont pas disparu. Ils sont effectivement tout autour de nous, dans les objets, dans les voitures, dans les bâtiments, dans nos smartphones. Et donc, il suffit de recycler et de faire de l'économie circulaire, et donc, pas de problème. Voilà. Alors, malheureusement, c'est là qu'on se heurte un peu aux contraintes industrielles, technologiques et industrielles, c'est qu'il y a deux phénomènes principalement. Le premier phénomène, c'est un phénomène d'usage dissipatif ou dispersif, c'est-à-dire que tous les métaux ne sont pas utilisés sous leur forme métallique. Souvent, c'est utilisé dans des peintures, dans les cosmétiques, alors je vous parle pas évidemment des missiles ou des feux d'artifice, mais ce sont aussi des usages dispersifs. Et ça peut être très très important. Par exemple, le titane, 95% du titane est utilisé sous forme de colorant blanc, de dioxyde de titane, colorant blanc universel qu'on trouve partout, dans les crèmes solaires, voilà. Donc, première chose, c'est on ne peut récupérer on ne peut recycler que quand on a récupéré. Donc ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, qui est très embêtant aussi, c'est l'effet de la complexité. Alors j'en prends deux, un ou deux exemples. Le premier, c'est la question des alliages. En fait, on n'utilise pas tous les métaux sous leur forme simple. On ne va pas avoir des dizaines de milliers de filières de recyclage différentes. Et donc, en général, on va mélanger tous ces aciers qui contiennent plein de petits amendements. Et vous n'allez pas faire une portière à nouveau, vous allez faire typiquement un rond à béton, un ferraillage pour le bâtiment. Dans l'électronique, dans la dans les nanoélectroniques, on atteint aussi ces effets-là parce qu'on est sur plein de petits métaux mélangés, on pourrait dire, et avec des quantités très très faibles. Donc dans un smartphone, vous avez une cinquantaine de métaux différents. Et bien, quand ça va arriver en fin de vie, quand ça va arriver au recyclage, on n'arrive pas technologiquement, c'est très 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 complexe ou très coûteux ou très énergivore, de réextraire tout, quoi. Les meilleures usines de classe mondiale qui recyclent aujourd'hui les déchets électroniques arrivent à récupérer une quinzaine de métaux différents sur les 50. Et encore pas à 100%, puisque à nouveau, on n'a jamais des rendements de 100%. En fait, on a déjà commencé les recherches pour rendre nos technologies durables, mais on a fait quelques petits pas sur un chemin qui n'est pas sûr de nous mener à l'objectif. En fait, ça donne carrément le vertige. Il faut qu'on change la manière de fabriquer, d'utiliser, l'énergie aussi.
Et plus on cherche, et plus on se rapproche du mur. Pourtant, beaucoup de gens sont convaincus qu'on trouvera forcément une solution dans cette voie. Et on est en train de faire le pari fou que la société continue sa croissance à pleine vitesse pour réussir à faire une révolution technologique. Alors, d'un point de vue de la technologie, moi je pense que, de ce que je vois et de ce que je comprends de mon point de vue, et je dis pas que c'est le seul, hein, mais voilà, de mon point de vue, c'est qu'on a grosso modo en fait deux extrêmes de pensée entre guillemets. On a le côté, on va dire, qui est actuellement, qui se développe vraiment aux États-Unis, la Silicon Valley, etc. Porté avec on va dire des gens qui sont très connus comme Elon Musk, etc. Qui sont des gens qui portent un idéal technologique au sens de la technologie va nous sortir de tout. Ce sont des gens qui sont vraiment dans cette logique que maintenant, avec l'intelligence artificielle qui est en train de se développer, avec le numérique qu'on est capable de foutre de partout, avec les robots, les trucs comme ça, les voitures autonomes, etc., on va réussir à résoudre tous les problèmes. Il y a un exemple qui est assez rigolo là-dessus, c'est le laboratoire X de Google. Ces projets font énormément le buzz. Après, je me demande s'ils sont vraiment utiles. Bon, c'est une question que je me pose. Mais par exemple, dans le laboratoire X, ils se posaient la question est-ce qu'on peut résoudre la faim dans le monde, par exemple. Voilà. Donc ils se posent ce genre de questions, quoi. Dans un laboratoire de R&D, dans une boîte, bon, c'est un peu particulier. Et ben, ils se sont mis au travail et puis ils ont commencé à imaginer des sortes de fermes verticales. Parce que, si on fait pousser la nourriture en verticale, ça prend moins de place que si on le fait pousser en horizontal. Et donc, du coup, on pourrait gagner de la place et on pourrait faire des fermes qui peuvent nourrir... Chaque ferme pourrait nourrir, par exemple, 1 million d'habitants, quoi. Et donc ça, c'est cool, parce que quand on voit ce genre de projet, on se dit « Ah ben, c'est bon, voilà. C'est bon, Google, ils travaillent dessus, ils sont trop forts. On va avoir de la nourriture pour tout le monde. La faim dans le monde, c'est terminé, etc. » Sauf que aussi, on peut se poser une question et on peut se dire, ah oui, mais enfin, aux États-Unis, la moitié de ce qui est produit est gâché. En France, c'est près d'un tiers de ce qui est produit qui est gâché. Donc, si on prend à partir des champs, de la production dans le champ, entre toutes les pertes jusqu'à ce que ça arrive dans notre assiette et qu'on mange vraiment, on a un tiers de la nourriture qui est balancée. La logique, on va dire cette logique-là qui est portée par les, on va dire, les têtes de pont de la Silicon Valley, c'est vraiment cette idée de... On va trouver une solution technique, et même si on gâche de la nourriture, on va tellement en produire que forcément ça va être ultra pas cher, et puis on va pouvoir en distribuer à tout le monde. Et donc, derrière, il y a l'idée aussi que, vu que ça va super vite, on va trouver des solutions pour tout, que c'est juste une question de temps, qu'on va réussir à résoudre le problème par exemple, de guérir la mort, comme on dit, donc de trouver des trucs pour être immortel, qu'on va réussir à dépolluer les océans, à produire de la bouffe à volonté pour autant qu'on veut. Et ce mythe et ce discours s'ancre en fait vraiment, on le voit très bien médiatiquement, quand on voit justement les news passer, etc. On voit en fait... on annonce en fait des choses technologiques sans forcément se poser de questions derrière. On dit juste « Ah, il y a machin, il a trouvé telle solution ». Oui, d'accord, mais enfin, telle solution, ça en est à quel stade de développement ? Est-ce que ça apporte vraiment une solution à ce qu'on veut ? Est-ce que le fait qu'il y ait cette avancée technique ne serait peut-être pas aussi l'occasion de parler du problème à la base ? Comment on peut résoudre le problème avant de s'emmerder à développer des trucs techniques, etc., etc. Et au final, on oublie ça, quoi. Parce que, justement, la technologie, ça fait des belles histoires à raconter. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup cet effet d'annonce dans la presse. Les journalistes, ils mettent beaucoup d'espoir dans des nouvelles technologies assez innovantes, mais les scientifiques et les ingénieurs, ils doivent faire une étude un peu plus poussée sur le sujet et rendre des avis critiques sur les choix qui sont faits, non ?
Et donc, ça s'appelait le Symposium Interlabex pour les technologies smart, quelque chose comme ça. Ça dit beaucoup de choses sur la recherche contemporaine. Voilà. Donc moi, j'ai participé à ce truc-là en étant invité parce que j'avais fait une intervention au sein d'INRIA sur le lien entre transition numérique et effondrement environnemental. Et mon discours a été, en fait, vous savez très bien qu'on fait du numérique, de la smart city, des objets connectés, etc., non pas parce qu'on a une appétence particulière, on pourrait avoir une appétence en termes de recherche, mais non pas parce qu'on sait que ça va avoir des effets positifs, mais parce que tout simplement le numérique aujourd'hui est devenu le premier relais de croissance. C'est de là que nous attendons finalement que la croissance émerge. Mais en même temps, vous savez aussi que le numérique tendanciellement va détruire des emplois, l'automatisation détruit des emplois, etc., etc. Et puis de toute façon, la croissance ne reviendra pas parce que quand on regarde l'énergie et les ressources disponibles, pour qu'on ait la croissance sur le long terme, en fait, il faudrait avoir plus de ressources énergétiques ou de métaux, etc. disponibles, et on est en train de commencer à les épuiser. Donc en fait, ça va pas fonctionner. Il y a certaines personnes qui s'intéressent à cette question, ce qu'on appelle l'économie écologique, qui nous le disent. En fait, ça va pas fonctionner. C'est pas possible. C'est terminé. En fait, le numérique lui-même ne sera pas durable. Il va falloir arrêter. Donc tout ça est un petit peu un jeu de dupes. Mais moi je dis ça en ayant travaillé sur des projets numériques dans le milieu de la recherche et en dehors, donc pas du tout comme un outsider, pas du tout comme quelqu'un qui viendrait faire la morale à ces gens, et la réaction ça a été mais bien sûr tu as tout à fait raison. Donc personne n'a dit que c'était faux, personne. Et il y avait les représentants, les animateurs de Celabex, c'est-à-dire les gens qui pilotaient Celabex, et le le PDG de l'ANR. Et tout le monde a dit oui, tu as raison. Et les gens sont venus me voir à l'issue de cette intervention. On m'a dit ah bon, mais INRIA te paye pour dire ça. Alors non, INRIA ne me paye plus pour dire ça justement. Mais ils ont ajouté voilà, nous à notre niveau, on est d'accord avec toi, mais nous à notre niveau, on ne peut rien faire en fait. Personnellement, à titre individuel, je suis d'accord avec toi. Mais à mon niveau, mon travail, c'est de continuer à développer des projets de ce type. Dans la plupart des cas, toutes ces nouvelles technologies, alors ça va des éoliennes dernier cri, en passant par des panneaux photovoltaïques à haut rendement, en passant par la voiture électrique. En fait, ça consomme des ressources en quantité. Par exemple, pour produire 1 kWh à partir d'une éolienne, il faut 8 ou 10 fois plus de cuivre ou d'acier, tout simplement parce que c'est des énergies moins concentrées, plus intermittentes, moins puissantes, et donc voilà, quelque part, il faut investir plus en matière, d'une part. Ça consomme des ressources plus rares. Alors ça dépend, c'est en fonction des technologies, mais vous avez des petites poutres de perlimpinpin bizarres dans certains panneaux photovoltaïques, vous avez les fameuses terres rares dans les aimants permanents des éoliennes. Alors on peut faire aussi des éoliennes sans aimants permanents. Il y a des contraintes de performance, etc., de design, donc tout ça dépend des technologies, mais souvent c'est des ressources plus rares. Et puis comme c'est plus complexe, comme ça contient plus d'électronique, etc., eh bien ça nous fait des objets qui vont être plus difficiles ensuite à gérer en fin de vie. Alors pour l'instant, tout le monde s'en fiche parce que on n'est pas encore rentré dans le mode où il va falloir commencer à recycler ces panneaux, ces objets. Mais voilà, le jour où on pourra montrer qu'un panneau solaire peut être fabriqué à partir d'une énergie produite par le panneau solaire et où une éolienne pourra être fabriquée à partir d'une énergie produite par une éolienne ou par un panneau solaire, on en reparle. Mais malheureusement, c'est pas le cas. On est dans une économie qui n'est pas du tout verte ou dématérialisée ou détachée de la bonne vieille économie traditionnelle polluante. On est au cœur de cette économie polluante. Et donc, je suis pas contre les énergies renouvelables. Loin de là. Il faut évidemment aller vers les énergies renouvelables. Je suis contre le mythe qui consiste à penser qu'on pourra, avec des énergies renouvelables, rentrer dans un monde 100% renouvelable ou bas carbone, et avec notre taux actuel de consommation énergétique et de ressources. Ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de production d'énergie sans impact. Donc il faut garder la problématique des matériaux en tête, mais je pense qu'il faut aussi nuancer un peu.
Pour avoir un ordre de grandeur, l'éolien aujourd'hui c'est que 1,5% du béton total qu'on consomme chaque année. Et il faut pas mettre non plus sur un même pied l'industrie du numérique et celle des renouvelables électriques. On est bien plus proche de pouvoir recycler une éolienne qu'un microprocesseur ou un écran tactile. Ensuite, ce que dit bien Philippe Buix, c'est qu'en continuant sans cesse de consommer plus d'énergie, on peut pas se passer rapidement des énergies fossiles. Faut donc chercher en priorité à réduire nos consommations. En France, le scénario Négawatt a prouvé qu'en fait c'est déjà possible de faire une transition énergétique. On a les technologies pour, mais la condition c'est de mettre en œuvre d'abord la sobriété et l'efficacité énergétique. Et ensuite on mobilise toutes les énergies renouvelables. Parce qu'on parle beaucoup des renouvelables électriques, mais il y a aussi le biogaz issu de la méthanisation et le bois qui est la plus vieille des énergies renouvelables. Il n'y a pas forcément d'avenir pour les véhicules électriques. Peut-être qu'en fait ça n'a aucun sens parce que nous allons manquer de lithium et de cobalt et qu'on a besoin des deux pour fabriquer les batteries et que de toute façon on va pouvoir éventuellement en fabriquer mais ensuite on va épuiser les réserves accessibles. Et en réalité on va lancer une nouvelle industrie, celle du véhicule électrique qui va le polluer un temps X et ensuite on ne pourra plus le faire. En fait, avec la manière dont on fonctionne aujourd'hui, c'est hyper compliqué de trouver une solution. Parce qu'il y a un paradoxe économique qui est que la croissance et la consommation, on l'a recherchée parce qu'elle crée notre bien-être jusqu'à aujourd'hui, il ne faut pas se mentir. Mais en continuant dans cette voie-là, ça va causer notre perte. Et en fait, continuer le plus vite possible dans cette voie sans changer le système, ça paraît complètement déraisonnable. J'ai l'impression qu'on prend un risque énorme et qu'on n'arrive pas à s'en rendre compte parce qu'on a une foi dans le progrès qui est de dire que la technologie trouvera une solution quoi qu'il arrive. On a une conscience énorme de l'urgence qu'il y a à changer de modèle, mais notre principal indicateur, ce qui nous guide, ça reste cette recherche de croissance. C'est pas souhaitable qu'elle revienne, cette croissance. C'est pas souhaitable parce que on ne sait pas décorréler, on ne sait pas faire un découplage. Les économistes utilisent ce terme de découplage absolu entre la croissance du PIB d'un côté, donc l'activité économique telle qu'on la compte aujourd'hui, et faire en même temps une décroissance de la consommation d'énergie, de ressources et d'émissions de carbone, de gaz à effet de serre, puisque c'est bien ça dont on parle. Il faut faire un découplage absolu, c'est-à-dire qu'on va dire on veut continuer à faire de la croissance, on veut continuer à créer de la richesse par population, etc., qui par ailleurs augmente un peu, très bien. Et en même temps, il faut diviser par 4 nos émissions, etc., etc. Or, on ne sait pas faire ça. Donc la croissance, déjà, ne reviendra pas pour des raisons purement économiques, de saturation, etc. Mais en plus, si elle revenait, elle ne serait pas souhaitable parce qu'on repartirait comme en 40. Et on voit bien d'ailleurs que des pays comme l'Allemagne, par exemple, sont très embêtés aujourd'hui parce qu'ils ont une certaine croissance et ils ont beaucoup de mal à réaliser une baisse de leur intensité énergétique et d'émissions à gaz à effet de serre. Après tous les échanges qu'on a eus pour faire ce documentaire, je pense qu'on a bien compris que la technologie aurait énormément de difficultés à faire une croissance verte. En plus, toutes les technologies renouvelables qu'on crée en ce moment, le biogaz, le photovoltaïque, les éoliennes, perdent leur sens si elles sont utilisées comme relais de croissance d'un système capitaliste. Mais bien sûr, nous on veut s'investir pour qu'il y ait une transition écologique et donc on veut construire un modèle de société mais en sortant du mythe qu'on arrivera à faire du 100% renouvelable sans remettre en cause notre niveau de consommation. La décision qu'on doit prendre aujourd'hui ensemble, c'est de subir ou choisir. Subir des conséquences imprévisibles et réparties de manière inégale, ou choisir de s'organiser collectivement et politiquement pour un mode de vie plus simple qui permet de faire mieux avec moins et atténuer les impacts du dérèglement climatique. Cette manière de voir les choses, elle est dure parce que c'est de faire une croix sur un avenir où tout pourrait bien se passer sans qu'on ait besoin de changer la manière dont on vit. On a perdu la possibilité de vivre dans un monde toujours aussi rapide, aussi connecté, aussi confortable peut-être, mais agir aujourd'hui en organisant collectivement cette transition, c'est permettre que ce soit fait de manière plus égale, plus conviviale, plus locale et plus sûre pour l'avenir. Il va falloir changer les technologies qu'on utilise parce qu'on a toujours des besoins et on va essayer de vous présenter une autre manière d'envisager la technologie aujourd'hui. Il est beaucoup plus simple
de faire une voiture de plus en plus légère que d'essayer de faire une voiture hybride ou électrique ou hydrogène qui fasse 1,5 tonne ou 2 tonnes. Voilà, simplement, évidemment, il faut que ça se passe de manière un peu réglementaire, parce qu'on ne peut pas s'imaginer de se promener sur une route ou une autoroute avec une voiture de 600 kg si je suis susceptible de croiser un monstre 4x4 de 2 tonnes en face. Et évidemment, dans ce cas, le choc sera compliqué. Il faut que tout le monde soit avec une voiture de 400, 500 ou 600 kg. Donc c'est des choses qui pourraient tout à fait se faire progressivement. Alors, on dira c'est liberticide, parce que j'ai plus le droit de rouler avec une voiture d'1,5 tonne, mais il faut savoir que la société, par définition, est liberticide. Et elle est déjà liberticide, et même dans le cadre de la mobilité. J'ai pas le droit de me promener avec un char d'assaut sur une autoroute ou sur le périphérique parisien. C'est juste interdit par la puissance publique. C'est liberticide. Pourtant, j'aurais tout à fait les moyens de me payer un char d'assaut et je serais ravi de pouvoir me promener avec. Mais non. Donc on pourrait tout à fait imaginer que la puissance publique décrète que, voilà, au 1er janvier 2020, les voitures ne doivent pas faire plus de 1,1 tonne, et puis le 1er janvier 2022, on va encore baisser de 50 kg, etc. Et très vite, on arriverait à des sortes de pots de yaourt qui ne seraient pas formidables, on n'irait pas très vite dedans. Ce serait un peu ambiance 2 chevaux dans les années 60, mais voilà, la 2 chevaux dans les années 60, elles pouvaient faire des boîtes de conserve, et les boîtes de conserve pouvaient faire des 2 chevaux. Ce qui n'est pas le cas de nos voitures hyper high-tech d'aujourd'hui. Une fois qu'on a décidé qu'on n'allait quand même pas se passer, je sais pas, de la machine à laver, pour prendre un exemple, eh bien, on peut rentrer dans la deuxième question, qui est la question de quoi faire, quoi produire. Et donc là, c'est une sorte d'éco-conception plus, on pourrait dire. Donc là, j'ai rien inventé. Enfin, c'est juste de se dire, effectivement, il faut concevoir nos objets en fonction, d'abord, les faire durables, réparables, modulaires, etc. Bon. Et puis, facile à démanteler, utilisant le moins de ressources possible pour effectivement réduire au maximum le taux de perte, parce que perte, il y aura en fin de vie. Voilà. Et donc, voilà, c'est une approche d'éco-conception qui commence un peu à se développer timidement, mais qui est encore très très compliquée, et qui doit peut-être aller un peu plus loin que juste l'éco-conception, c'est-à-dire notamment autour des fonctionnalités. C'est-à-dire qu'il faut peut-être accepter, pour faire vraiment quelque chose qui ne va pas gâcher les ressources, il faut accepter peut-être une certaine perte de performance, il faut accepter peut-être une moindre esthétique. Alors j'aime bien citer cet exemple de ce qu'il y a dans un smartphone. Alors, vous savez que les smartphones, il y a d'ailleurs des expériences d'éco-conception fort intéressantes, par exemple avec Fairphone, qui a une démarche tout à fait sympathique, notamment sur la question des minerais de conflit, etc., la traçabilité des minerais, des fournisseurs. Mais si dans un smartphone, vous renoncez pas à une partie de l'équipement qui est à l'intérieur, le nombre de caméras, gyroscope à 3 axes, accéléromètre, station météorologique complète, baromètre, thermomètre, hygromètre, voilà, on a tout ça chacun dans un smartphone. Enfin, la liste des équipements est telle que, même éco-conçu, malheureusement, il faut miniaturiser, il faut rentrer tout ça dans un objet qui est à peu près portable. Et donc, quand ça va arriver en fin de vie, ça restera un cauchemar. Et donc, la question, c'est, est-ce qu'on est capable ou pas de renoncer à une partie des performances ? Alors là aussi, finalement, on retouche un peu à la question de la sobriété, éventuellement. Par rapport au partage des outils, ouais, c'est super intéressant. Il y a certaines plateformes justement internet qui se sont lancées là-dessus, mais qui voient un peu les limites. C'est-à-dire que c'est toujours une question de temps et d'énergie que tu mets. Si tu dois aller chercher ta perceuse beaucoup trop loin, tu vas jamais le faire, même si tu as un super outil qui t'a permis d'y accéder. Donc, soit effectivement, il faut qu'il y ait beaucoup plus de points relais, donc des lieux un peu qui sont des dépôts d'outils, voilà, du partage d'outils, de choses comme ça. Donc soit, après, il n'y a pas que le numérique, il y a aussi les réseaux humains, et il y a moins de liens sociaux, donc on va moins toquer chez ses voisins, mais c'est déjà un truc très de proximité à faire. Si on connaît mieux tout le quartier autour de nous, on peut déjà emprunter des outils sans avoir besoin d'une plateforme pour nous, quoi. En fait, le fait qu'on ait aujourd'hui justement des appareils pas chers, genre une perceuse, si tu vas au magasin d'à côté, tu en trouves, je sais pas, peut-être une à 40, 50 euros, mais elle va te tomber tomber en miettes au bout de quelques utilisations. Donc c'est des trucs qui sont un peu prêts à l'emploi pour 1 ou 2 utilisations, voilà. Et forcément, on va aller se dire on en a besoin tout de suite, hop, on l'achète, on l'utilise, après on la laisse au fond d'un placard. Mais c'est ce fait-là, en fait, d'avoir des trucs pas chers qui permet que on ait chacun le même truc chez soi, la machine à laver,
L'aspirateur, bon, on a peut-être besoin quand même, mais... Le balai, ça marche bien. Ouais, le balai, ça marche bien, j'utilise ça. Mais voilà, en fait, de posséder tout ce qu'on peut, quoi, genre, parce que c'est des trucs pas chers. Alors que on aurait, voilà, des choses qui sont aussi, forcément plus chères, parce que c'est quand même des produits qui ont un coût à produire. Si c'était plus robuste, etc., du coup, on les achèterait pas tous, et de cette façon, on les mutualiserait forcément. Mais comme ça se passait un peu à l'époque, avec les machines à laver, etc., et pour moi, il faut aller dans ce sens-là, mais c'est à condition que peut-être un achat collectif, quoi, d'avoir un bon outil, tout le monde le partage, et en plus ça crée du lien social. On a développé l'atelier soudé au début il y a 3 ans à Lyon. En fait, il y avait presque pas d'activité de ce type. Là aujourd'hui, ça se développe vraiment de plus en plus. À Lyon, il y a 3-4 hypercafés qui commencent vraiment à se développer, à faire de la co-réparation aussi. Et donc, en tout cas pour moi, l'idée, ça serait que t'aies un atelier de ce type au moins dans chaque quartier, dans chaque arrondissement, voire 2 ou 3, bref. Et que ça soit naturel, quoi, d'aller prendre du temps pour aller réparer soi-même, comme pour les ateliers de vélo qui fonctionnent super bien. Et donc il faut aussi que cette action soit valorisée justement par l'État, soit sous forme, je sais pas, de détaxation ou tout un tas de dispositifs légaux qui devraient encadrer et inciter ces gestes-là, quoi. L'idée, je pense, c'est de casser un lien de dépendance qui fait que c'est plus nous-mêmes qui sommes acteurs de nos vies, mais donc on s'en remet à ceux toujours qui ont le capital, qui ont le pouvoir. Donc l'idée de se réapproprier les appareils, les connaissances, etc. Le mot-clé qui est pas mal utilisé, c'est la résilience. Et donc ce que ça veut dire, c'est en gros se donner les moyens à une échelle collective de se réorganiser quand il y a des chocs qui arrivent, donc des chocs, des crises économiques, écologiques, etc. Donc ça c'est vraiment à long terme entre guillemets, mais déjà à très court terme c'est se donner les moyens en temps et non plus que en argent, d'avoir une vie quotidienne qui est plus sereine, quoi. C'est-à-dire de moins être à la course à toujours faire plus pour gagner plus et pour consommer plus. Donc si on ne doit pas miser sur la technique pour répondre à tous ces, aux enjeux écologiques, à mon sens, il faut miser sur de l'innovation sociale. Donc se poser différemment les questions. Donc clairement, ça suppose une remise en cause radicale de l'impératif de croissance. Donc je chausse clairement ma casquette de décroissant en disant il faut pas du tout continuer à chercher la croissance, il faut arrêter et aller volontairement vers une politique de réduction du PIB. Ce qui me semble plutôt souhaitable. Mais à mon sens, du coup, la meilleure manière d'y arriver, c'est de remettre en cause les objectifs qu'on avait fixés à la croissance. Moi, je pars du principe que donc la société de croissance, donc société de consommation, de surconsommation, de surproduction, donc société productiviste, est aussi une société laborieuse. Et mon point de vue, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans la société qui préféreraient faire tout à fait autre chose que ce qu'ils font à longueur de journée dans le cadre de leur emploi. Une manière d'entrer dans une logique de décroissance, c'est de donner la possibilité de réduire son temps d'emploi, voire de se passer d'emploi. On doit permettre à chacun de vivre décemment, quel que soit son rapport à l'emploi. Donc verser un revenu sans condition et sans contrepartie à tout le monde. Ça me semble une réponse intéressante, notamment par les questions qu'elle soulève. Donc systématiquement, quand on parle de propositions comme ça, une des premières objections qui vient, c'est mais si on met en place un revenu inconditionnel, tout le monde va arrêter de bosser. Enfin, qui voudra encore continuer à bosser si on a un revenu inconditionnel qui permet de vivre sans avoir de boulot? Et si on se pose cette question, c'est la preuve que la société de croissance n'est pas une bonne société. Parce que dès que les gens ont la possibilité de plus bosser, ils décident de plus bosser, ça veut dire qu'il faut arrêter de rechercher la croissance pour mettre tout le monde au boulot.
Donc en gros, de sortir de la spirale, je travaille trop, donc je produis trop, et je suis contraint finalement de consommer trop, parce qu'il faut bien purger le système à un moment ou à un autre. Il faut bien, si on a surproduit, il faut forcément surconsommer, sinon on est dans une crise de surproduction, simplement. Donc si on donne la possibilité aux gens de sortir de ce schéma-là, donc en s'affranchissant du devoir d'emploi, du devoir de bosser trop, qui pèse sur chacun de nous, à mon sens, on peut on peut plus facilement, et plus volontiers surtout, relever le défi environnemental. Prise pour la conclue première, c'est y parle les petits potes. La position qu'on défend, c'est celle de ne pas parier l'avenir de l'humanité sur une avancée de la technologie. Et en fait, c'est difficile de convaincre en disant ça parce que on donne vite l'impression d'être pessimiste et anti-progrès. Mais quand bien même on serait capable techniquement de faire cette croissance verte, quand bien même on aurait 3, 4, 5 autres planètes à coloniser, la croissance verte propose rien pour progresser humainement. Et malgré une baisse de l'extrême pauvreté dans le monde, on vit un accroissement constant des inégalités nationales et mondiales. La trajectoire qu'on emprunte pour le futur, elle est faite d'une robotisation accrue. On nous vend une intelligence artificielle qui va pouvoir régler tous les pans de la société et c'est des millions d'emplois qui vont disparaître avec cette robotisation, l'intelligence artificielle, alors que la population augmente. On est en train de créer une société de travailleurs sans travail. Et on sera obligé en fait de repenser une autre distribution des richesses s'il n'y a plus de travail. On va devoir avoir une société plus égalitaire, mais on va prendre un risque environnemental énorme. La perspective, elle est pas si agréable en fait. Alors que la perspective décroissante, elle demande clairement de penser une meilleure distribution du travail, de niveau de consommation, de distribution des ressources. Il faut réduire le temps de travail salarié pour avoir du temps pour partager, réparer, s'instruire. Et le risque environnemental est bien réduit. Peut-être un peu le niveau de vie, mais en fait les deux trajectoires demandent une remise en cause des normes économiques et sociales. Et c'est l'avenir qui va se jouer dans la solution politique qu'on va proposer. Sauf que la sobriété paraît carrément plus raisonnable en termes de sûreté pour l'avenir.